Alors, bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Je m'appelle Valérie Seron et je suis directrice de l'école d'ingénieurs de la ELA, porteuse du projet. Thank you for your coming to the launch event of our data center program. Alors, petite information avant de commencer. Tout le monde n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour des raisons de distance. Et donc, comme vous le voyez juste derrière vous, une caméra est en train d'enregistrer la présentation. Elle est retransmise en direct. Et certains qui n'ont pu être présents et que je remercie ici, que ce soit des États-Unis, de Finlande ou d'ailleurs, nous suivent à distance, donc peuvent assister en direct à la présentation d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la présentation, vous le verrez, est en partie en français, en partie en anglais, suivant les intérêts que peuvent porter les intervenants, ceux qui n'ont pu être présents sur l'un ou l'autre sujet. Indépendamment de ça, la présentation sera téléchargeable par la suite et vous recevrez un lien qui vous permettra de réécouter ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc voilà, merci d'avance d'être attentif à ce point-là. The program of this afternoon is welcome word from Philippe de Clercq, Président Directeur de ELA, a presentation of the data center in Europe by Olivier Delcourt from Google, the details of the training program by myself, the evaluation of the laboratory by Stéphanie Egermont, responsible of the project, a presentation of the teaching math online by the ELA data center team, and we finish by a visit of the laboratories in the building. After we have a cocktail to finish the journey by a happy event. Now I'm going to turn it over to Philippe de Clercq. Voilà, bonjour à tous et welcome to our Haute École Louvain en Hainaut, in short ELA, and our campus here in Mons. I'm very happy to be here with you today and to share with you the feelings that have come across my mind when preparing this meeting. First of all, I'm quite proud of the recognition of the trust Google company, its data center and the Institute of Technology of Sligo have put in our university college. They have chosen our institution as a partner to help them set up a partnership project about training for data center staff, which will see its achievement with the start of a new 2-year high quality training in September 2018. I'm also very proud to see how professionally Mrs. Valérie Seron and her team of competent, open-minded and interdisciplinary teachers have been engaged to set up this project. It is a great honor for a University College President Director to realize that at the ELA we have the competencies, the energy and the readiness to react positively to highly specialized demand. Then I am happy because with such a project we are really at the heart of the missions of a university college. An interdisciplinary training built with external partners of high reference, oriented towards new jobs, responding to the needs of the society, integrating pedagogical innovation, lifelong learning and training, and still in continuation with the initial training and learning of our students. Finally, I feel more confident in the future when I see that our Haute École opens its doors to its direct environment. Today's world is very different compared to 20 years ago. Today,
A university college that does not open its doors is a university college that is meant to die. With this new partnership, ELA shows its capacity for openness not only to its direct environment, but also to the world. Pour la ELA et pour ses partenaires, ce projet a beaucoup de sens. Les data centers vont de plus en plus se développer et leur expansion, leur construction est en nette progression depuis quelques années. Ce type de partenariat est une collaboration win-win qui apporte de la valeur ajoutée à différents niveaux aux missions des partenaires qui s'y sont impliqués. Alors évidemment, je ne peux pas citer ici tous les avantages d'un tel partenariat et je voudrais simplement mettre le focus sur 3 points. D'abord, ce projet répond à un besoin qui est sociétal. Les différents opérateurs impliqués, que ce soit Google ou d'autres, font aujourd'hui partie de notre quotidien. Ces opérateurs ont des missions qui ont fait émerger de nouveaux métiers. Des nouveaux métiers pour lesquels les besoins en formation intégrée sont importants et également nouveaux. Le corollaire de la réponse à ce besoin est de créer pour une haute école un espace d'ouverture et d'innovation sur plusieurs dimensions. L'innovation dans l'ouverture sur le monde, l'innovation pédagogique, l'innovation disciplinaire évidemment, ou encore l'innovation dans le management de projets qui sont nouveaux. Et ces innovations sont accompagnées par un partenariat qui est constructif et motivant pour nous, et qui contribue, cerise sur le gâteau, à nos yeux, à apporter de la valeur ajoutée à la formation initiale de nos étudiants. Deuxième aspect sur lequel j'ai voulu mettre le focus est être en mesure de répondre à la demande d'une entreprise telle que Google, qui avec d'autres fait référence dans le domaine des data centers, c'est quand même gratifiant. Hein? Et ça apporte une reconnaissance à des équipes enseignantes qui sont confortées et challengées dans leur capacité à être à la hauteur de ce projet. Et puis enfin, en termes de visibilité, ce type de collaboration permet à la ELA de sortir du lot et de montrer, s'il le fallait, qu'elle dispose en son sein de compétences disciplinaires et managériales pour faire face à la demande. Il permet également à Google et à d'autres opérateurs impliqués dans ce projet de sortir de l'univers un peu virtuel dans lequel ils peuvent parfois être perçus ou cantonnés, en se rapprochant cette fois physiquement et en proximité de la communauté humaine qui l'entoure et à laquelle ils apportent un service interactif. I'd like to end up now by expressing my grateful thanks to all the people who have played a determining role in the achievement of this project. Sorry, back. Yeah. Sorry, Olivier. First of all, Valérie Seron and Stéphanie Egermont and their staff, whose name appear now on the slide, from the very beginning, they have believed in this project, which may have looked a bit crazy to some people at the beginning. Thank you to them. Google Company was at the initiative of this project. Thank you for the confidence in our haute école by assigning us the training of your staff members. The different operators of this project, like Facebook, Amazon, Microsoft, thank you for your support and the preparation of the expected outcomes and the development of the contents. At last, I'd like to thank the IT Sligo. Thank you for your collaboration, trust, and friendly exchanges ELA has been able to build with you. And now I'd like to ask you to give them a loud and well-deserved applause, please. Thank you. So before I give the floor to Olivier Delcourt, Facilities Manager at Google, I'd like you to excuse me for not attending the afternoon program,
not because I'm not interested. I'll stay a little bit, but I'll have to leave at the moment because I could not free myself from other commitments related to my task within our institution. Thank you for your attendance and for being with us today. Enjoy your stay here with us here in Mons. Thank you. Thank you. So my part will be in French, but if you have questions, guys, never hesitate to ask. This one? Yeah. Alors, les data centers. Bon, d'abord, bonjour, je m'appelle Olivier Delcourt, je suis Facility Manager, mais ça vous l'avez déjà entendu, et je travaille au data center de Google, ici à Mons. Et pendant quelques minutes, je vais un petit peu faire un survol rapide des data centers en Europe et des data centers en Belgique en particulier. Alors, Google exploite tout un tas de sites de data centers dans le monde, une quinzaine grosso modo, et ce qui nous intéresse un peu plus, c'est qu'il y en a 4 en Europe. Alors les 4 en Europe, il y en a un qui est localisé en Finlande, à Hamina, à une centaine de kilomètres d'Helsinki. Avec la glace, c'est facile de se rendre compte que c'est plutôt par là. Il y en a un autre qui se situe en Hollande, tout au nord de la Hollande, à Groningen. Un troisième en Irlande, dans la banlieue proche de Dublin. Et celui qui nous intéresse un peu plus, celui de Belgique, qui se situe dans le zoning industriel de Glynbaudour. Alors, on parle de data center, mais quand vous voyez les différentes photos que je viens de passer en revue, on doit parler de campus de data center. En effet, si vous regardez chaque photo, chaque bâtiment présent sur la photo, c'est un data center. Alors des data centers, il y en a de toute taille. Il y a des campus comme cela, il y a des data centers de taille moyenne, des data centers beaucoup plus petits. Et en Belgique, il faut savoir qu'on a à peu près 40 data centers. C'est quelque chose qui est parfois surprenant, les gens ne se rendent pas bien compte qu'il y a un tissu industriel qui existe dans les data centers. Ils sont répartis à peu près sur l'ensemble du territoire. Il y a différents opérateurs. Alors il y a Google en a un campus de data center, qui est toujours en expansion. D'ailleurs, si vous habitez la région, si vous passez tout près, vous allez voir qu'on est encore en train d'en construire un. On a d'autres acteurs qui ont des data centers de taille variable, des acteurs de la communication, Proximus, Mobistar, etc. Des data centers opérés par des banquiers, BNP Paribas Fortis, qui a aussi un gros data center localisé en Ardennes, dans les Ardennes. Des data centers de service provider pour Internet, comme Interroute, etc. etc. D'autres, un autre qui se situe à Namur, opéré par Engie Cofeli, que je salue, qui sont juste là. Bonjour messieurs. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs, il y a tout un tas de tailles. Il faut savoir par exemple qu'en Belgique, on a une quarantaine de data centers. En France, il y en a un peu plus de 100. En Allemagne, il y en a un peu plus d'une centaine aussi, une bonne centaine. En Angleterre, il y en a 140. C'est un nombre qui n'arrête pas de grandir. Et en Italie, une trentaine. Donc on voit qu'en fait, la Belgique, elle n'est pas si mal mise que ça. C'est quelque chose qui se développe tous les jours. Tout un tas d'acteurs développent leurs data centers existants ou construisent de nouveaux data centers. Alors, ces data centers, grands, petits, moyens, gigantesques, ont tous quelque chose en commun, c'est leur architecture industrielle. Grosso modo, c'est toujours la même chose, un data center. Et c'est quoi? Eh bien, on appelle ça comme on veut. Alors, je vais essayer d'utiliser ça. Non. Ah oui? Non? Vous savez quoi? Je ne vais pas l'utiliser. Ah ouais. Pas facile, hein. C'est d'abord un data hall, on appelle un warehouse, ce que vous voulez. Ouais, pas suffisamment facile pour moi, je ne suis pas habitué. Un data hall, un warehouse, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un endroit où on opère et on utilise, on développe des serveurs et des racks de serveurs. Il peut y en avoir des dizaines, il peut y en avoir des centaines, il peut y en avoir des dizaines de milliers, mais à la fin, c'est toujours des serveurs. Évidemment, pour pouvoir utiliser ces serveurs, c'est pas moi, pour pouvoir utiliser ces serveurs, on a besoin d'électricité, et donc globalement, on est toujours alimenté par le réseau de distribution, haute, moyenne tension,
qui arrive dans une sous-station électrique, qui distribue la puissance sur le site via des transformateurs. Et à ce moment-là, les serveurs sont alimentés et rendent le service pour lequel ils sont designés. Si jamais il se passait quelque chose sur l'alimentation électrique, un blackout, mais ça n'arrive pas, de la maintenance, simplement des activités de maintenance, une sous-station électrique, une sous-station haute tension, mais ça se maintient. Donc évidemment, on peut avoir des ruptures d'approvisionnement. Il faut savoir qu'on a toujours des générateurs qui sont sur le site et qui sont capables de reprendre la charge complètement. Ces générateurs sont en stand-by, hein, on se comprenne bien, ce ne sont pas des générateurs qui tournent en continu, ils sont juste là pour compenser, pallier une rupture d'approvisionnement en électricité qui viendrait du réseau. Alors ça, c'est une partie du data center. De l'autre côté, tout qui a déjà utilisé un laptop et a mis le laptop sur ses genoux se rend vite compte que ça chauffe. Hein. Ça génère pas mal de chaleur, un ordinateur. Alors imaginez quand vous avez 10, 100 000 serveurs, ça génère pas mal d'énergie qu'il faut évacuer. Et cette énergie, on l'évacue via des cooling modules. Alors les cooling modules, ça peut être tout et n'importe quoi, en fonction de la taille et du nombre de serveurs à refroidir. Ça peut être simplement des unités de conditionnement d'air qui se trouvent dans des pièces, donc des CRAC, Computer Room Air Conditioning, simplement des cycles frigo standards avec du gaz réfrigérant, par exemple. Si vous avez des gros data centers, des gros campus de data centers, si vous vous rappelez les photos que j'ai passées au début, on a des tours aéro-réfrigérants basés sur les cycles d'évaporation. Voilà. Mais au global, c'est juste fait pour refroidir. C'est pas plus que ça. Et donc, voilà, on se rend compte qu'un data center, qu'est-ce que c'est? C'est tout sauf un endroit où il y a des informaticiens, grosso modo. Hein. C'est un site opérationnel et un site sur lequel on fait de la maintenance. C'est pas du tout un site où on développe des lignes de code, où il y a des software ingénieurs qui font des super produits de quelque marque que ce soit, qui font des services, du helpdesk, etc. Surtout pas. C'est un site opérationnel, industriel, qu'on peut comparer à un site de process quelconque. Voilà. On a de l'électricité, on distribue l'électricité, on transforme les régimes de tension, on a de l'autre côté des unités de refroidissement, des unités d'HVAC, des cooling towers, de l'eau, etc. C'est vraiment un site industriel standard. Et donc, quels sont les genres de profils d'emploi qu'on peut trouver dans un data center? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Ce sont des emplois d'opération et de maintenance pour des techniciens, pour des ingénieurs. On l'a vu, on a besoin d'électriciens pour pouvoir opérer et maintenir les cabines haute tension, la distribution basse tension, les batteries, etc., les UPS. On a besoin de mécaniciens pour les cooling modules, pour les unités d'air conditionné, pour les tours d'aéro-réfrigérants. On a besoin d'instrumentistes et d'automaticiens. On a des mesures en continu sur le terrain qui sont rapatriées sur des systèmes de monitoring et de surveillance qui nécessitent d'avoir cette compétence de dire comment est-ce qu'on installe un capteur, comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on le calibre, comment est-ce qu'on le fait communiquer avec les systèmes de surveillance, comment on contrôle et on régule les boucles process. Alors évidemment, tout qui est déjà venu sur un site d'un data center, c'est que un data center, c'est un peu comme un coffre de banque. C'est rien de secret, tout le monde sait qu'il y en a un, mais tout le monde n'a pas accès. Voilà. C'est la même chose. Un data center, il y a une sécurité physique qui permet de garantir aussi que l'accès aux données n'est pas ouvert à tous. Donc on emploie des gardes, des gens qui font de la sécurité physique. Comme c'est un site industriel, évidemment, on a tout ce qui est sécurité, environnement, santé. Donc on a des profils de techniciens HSE, des conseillers en prévention, ce genre de choses. C'est tout à fait commun. La chimie de l'eau, si on utilise des unités d'évaporation, des cooling towers évaporatives, la chimie de l'eau c'est quelque chose de fondamental, sinon on se retrouve vite à faire du gypse ou autre chose, ou avoir de l'eau trop corrosive et on troue nos échangeurs. J'ai dit tout à l'heure, on a des générateurs qui sont là en backup, qui sont là pour pallier un manque d'approvisionnement électrique. Là, ces générateurs, il faut aussi les maintenir, il faut aussi les opérer. Ce sont des très gros moteurs avec des génératrices. C'est un travail qui demande une connaissance tout à fait particulière.
Puis alors on a les choses qui sont un peu plus standards dans l'esprit et dans l'inconscient collectif qui dit, bah oui, il faut maintenir les serveurs. Ah oui, c'est clair. Si on a 10 000 serveurs et qu'il y en a un que la durée de vie c'est 2, 3, 4, 5, 6 ans, régulièrement il y a des serveurs qui tombent en panne, qu'il faut rebooter, qu'il faut diagnostiquer, etc., etc. Donc de la maintenance de serveurs, ça existe. Chose, la surveillance du réseau de communication vers Internet, c'est quelque chose qui existe. Tout comme la logistique, apporter les pièces de rechange, faire rentrer, sortir les racks, etc. Mais on voit qu'on a vraiment un profil qui est majoritairement lié à des prestations d'un site industriel très classique. La multiplicité fait que ça devient compliqué, parce que les gens doivent connaître un peu de chaque domaine. Ils ne doivent pas être toujours experts dans un domaine, certainement pas, en tout cas pas au début, mais ils doivent pouvoir gérer une multiplicité de facteurs, de techniques, pour pouvoir être efficaces. Alors rapidement, quelques exemples avec des photos, c'est peut-être toujours un peu plus parlant. Mais là, on voit une des stations haute tension du site de Google à Glun, où on a les descentes de ligne d'Elia qui arrivent dans une sous-station, qui ensuite arrivent sur les transformateurs de puissance pour distribuer l'électricité aux différents bâtiments. Voilà, ça demande une compétence particulière en opération. Faire des switching haute tension, ben, voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Et en maintenance, que ce soit les transformateurs, les switchgear, tout ce que vous voulez. Les tours d'aéro-réfrigérants, on en a parlé. On évapore de l'eau, on fait des cycles de concentration. Et évidemment, il faut bien des gens qui ont ne fût-ce que les notions de chimie de base pour pouvoir juger du pH, de l'alcalinité, de la dureté, etc., etc. Alors quelque chose de très important, c'est que vous voyez en bas, pour vous à gauche, les data centers, en tout cas chez nous, on les opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de toute l'année, de tous les ans. Ça veut dire qu'on a des gens en salle de contrôle, on a des opérateurs en contrôle room. C'est aussi un profil, un état d'esprit qui est pas toujours facile à recruter. Et donc on a des gens qui sont là, qui monitorent, qui optimisent les opérations au quotidien, chaque heure, chaque seconde. Et évidemment, la réparation des serveurs et les diagnostics. L'énergie renouvelable, les énergies renouvelables, c'est important, toujours dans l'optique d'optimiser au mieux les ressources, de les utiliser avec la plus haute efficacité. Donc que ce soit des panneaux photovoltaïques, ici sur la photo, des pompes à chaleur ou toute autre chose, c'est quelque chose qui est fondamental dans le quotidien d'un data center. Et enfin, voilà, des mécaniciens, voilà, pour vous donner un peu un ordre de grandeur de la taille des équipements qu'on opère, des mécaniciens pour faire la maintenance de vannes, pour faire la maintenance d'échangeurs, pour faire la maintenance des fils, des ventilateurs, des pompes de distribution d'eau, etc., etc. Tout ça, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande une certaine qualification qu'on doit pouvoir trouver sur le marché. Et donc, voilà, un data center, c'est une technologie globale, interconnectée, mondiale, appelez ça comme vous voulez, mais qui est supportée par des emplois locaux. C'est vraiment ça la démarche, c'est d'essayer de se dire, voilà, on va recruter des gens qui ont les compétences dont on vient de parler, qui ne sont pas des informaticiens, une fois de plus, il faut vraiment retirer ça de l'esprit des gens. Un data center, ce n'est pas un monde où il faut beaucoup d'informaticiens, en règle générale. Et c'est pourquoi on a pris l'initiative il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, le temps passe vite, de contacter différentes universités et différentes hautes écoles, dont l'ALA, pour créer une qualification de techniciens et d'ingénieurs en data center operation and maintenance. Pour supporter un secteur industriel qui est en croissance, on construit des data centers très régulièrement, on est encore en train d'en construire un sur notre site, mais il y a tout un tas d'autres acteurs en Europe qui construisent des gros, des très gros ou des plus petits data centers. Et tous ces gens, ils rencontrent exactement la même demande que la nôtre, pouvoir engager des personnes avec la compétence requise, et si c'est local, c'est encore beaucoup mieux. Et donc avec la LA, on a travaillé, avec IT Sligo, on a travaillé à créer un programme, ce sera expliqué largement plus en détail par la suite. Pour nous, il était important d'avoir aussi un partenaire
qui soit localisé en Europe continentale, hein, qui travaille avec le système métrique international, etc., qui soit capable de donner des cours en anglais et qui ait la possibilité de délivrer des qualifications validées en Europe, qui est venu vers nous avec une proposition de créer un master en Data Center Operation, et là c'est vraiment fondamental dans la démarche, et qui propose, en plus d'une formation théorique, une formation pratique avec des laboratoires. Pour nous, allier la connaissance pratique à la connaissance théorique, c'est arriver à l'excellence. C'est ça l'objectif. C'est pas seulement d'avoir des gens qui puissent réfléchir, c'est aussi avoir des gens qui puissent faire et qui démontrent dans les laboratoires qu'ils le font et ils sont capables de le faire. Et le dernier, mais certainement pas le moindre des paramètres, c'est d'avoir un impact sur la communauté locale. On pourrait travailler avec l'université de Berlin, de Copenhague ou de Madrid, bien évidemment. Le but n'était pas là. Le but était d'avoir un impact dans la communauté proche. Mons est quand même à quelques minutes du data center de Glin. Et donc pour nous, c'était un paramètre fondamental. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là devant vous. Et je vous dis merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. If you have questions, guys. No? Si, mais il y a tout un tas de contraintes d'opération qu'il faut pouvoir rencontrer en termes de régime de température, hein, en termes de capacité disponible. Quand on est un très gros data center, normalement, là, on a de quoi chauffer. Mais c'est essentiellement le régime de température qui va faire le trigger de se dire, OK, on peut fournir l'énergie nécessaire, ou la température est trop basse, et donc c'est relativement peu utilisable. Et c'est plutôt un facteur limitant pour nous. Pardon, j'ai pas compris. Oui, tout à fait, voilà. Si jamais quelqu'un veut construire une grande piscine à côté de Glin, ça pourrait nous aider en effet. Mais c'est vrai, en termes de gestion, efficace des ressources, si on limite l'évaporation simplement en refroidissant par une utilisation annexe, c'est quelque chose d'intéressant. Donc évidemment, ça fait partie des démarches. Après, voilà, il y a tout un tas de contraintes techniques et de contraintes réglementaires, on va dire, qui font que pour l'instant, on n'a pas encore eu un partenaire qui pourrait être intéressé. Oui, les data centers. Aux États-Unis, il y en avait un de la NSA qui a brûlé il n'y a pas très longtemps, donc maintenant on sait où il est. Hein. En tout cas, on sait où il était. Voilà, mais quand je parlais tout à l'heure de security, hein, de data security, c'est quelque chose de fondamental. Limiter l'accès aux données, ce sont des données sensibles, données militaires, j'imagine même pas, mais des données utilisateurs, et évidemment la security, hein, pas la safety, c'est un paramètre très très important. Actuellement, il y a 350 emplois équivalents temps plein. Ah oui. Le nombre d'emplois sur le site de Glin, pardon. J'oublie de répéter les questions pour ceux qui sont en live stream. Bon, mais maintenant qu'il n'y a plus de questions. Ok, merci à tous. Alors, je vais m'intéresser plus particulièrement au programme proposé par la LA. Le premier contact, nous n'avons pas tout à fait la même échelle de temps parce que tu dis que ça a passé vite. Oui, peut-être très vite, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense, c'était en février 2017.
où on a été contacté et où Google a essayé de mettre autour de la table différents partenaires qui pouvaient participer au projet. Et donc nous a fait rencontrer assez vite IT Sligo, l'Institut de technologie qui est une école équivalente à la nôtre qui se trouve en Irlande et qui était déjà beaucoup plus avancé que nous sur le projet puisque nous avons rejoint le projet en cours de route. Alors en fait, dès septembre 2017, IT Sligo a commencé une formation en data center. Et les formations en data center, c'est une formation continuée, c'est pour des personnes qui travaillent en entreprise, sont constituées de deux parties. Il y a une partie cours en ligne, puisque c'est pour des gens qui travaillent, et puis une partie de laboratoire. Alors les cours en ligne, pour nous, c'était assez difficile à développer aussi rapidement entre février 2017 et septembre 2017. On n'était pas prêt pour développer ces outils-là, mais par contre, on a accepté avec plaisir de participer à l'élaboration des laboratoires. Et donc, pour la formation qui a été lancée par IT Sligo, la partie cours en ligne a été tout à fait gérée par IT Sligo, mais la partie laboratoire s'est déroulée dans nos bâtiments juste avant Pâques, c'est-à-dire fin mars. Alors, comme je l'ai déjà dit, mais ça me semble important, c'est un projet qui résulte de la collaboration de plusieurs opérateurs. Et donc, ce qu'on a eu comme opérateur, d'abord, c'est tous les gros opérateurs de l'informatique dans ce domaine-là qui ont travaillé principalement avec IT Sligo pour élaborer le programme, c'est-à-dire Google, Facebook, Microsoft, qui se sont réunis pour élaborer l'idéal de ce qu'on pouvait avoir dans cette formation pour qu'elle corresponde aux besoins industriels. Et donc, une fois le programme élaboré, nous avons beaucoup discuté avec IT Sligo pour qu'il y ait une corrélation la plus importante possible entre les laboratoires dispensés à l'ALA et les cours en ligne dispensés par IT Sligo. Alors, anecdotiquement, c'est tous les bons moments que nous avons pu passer ensemble durant l'année qui précède, qui ont été une collaboration fructueuse. Alors, je pense que ça a déjà été dit. Le but, si on devait le résumer en une seule phrase, de ce type de formation, c'est de fournir les compétences nécessaires en entreprise pour gérer des data centers. Alors, à partir de septembre 2018, c'est-à-dire dans quelques mois, la formation aura lieu à deux endroits distincts, puisqu'effectivement, jusqu'à présent, je viens de vous l'expliquer, IT Sligo a commencé sa formation en septembre 2017. Et nous commencerons la formation en septembre 2018 en assurant à la fois les cours en ligne et à la fois les laboratoires. Donc en assurant les deux aspects de la formation. Vous allez me dire pourquoi développer les deux aspects alors que quelque part il y a déjà une partie de la formation qui a été développée en Irlande. En fait, il y a plusieurs raisons. Olivier en a cité quelques-unes. Une des raisons qu'on peut évoquer, c'est travailler avec un système métrique européen et non anglo-saxon, pouvoir travailler en anglais ou en français, pouvoir travailler surtout, et je pense que c'est une raison principale, avec un niveau de certification européen, continental, donc le fameux niveau 7 qui correspond à des études de master. Le système de niveau d'enseignement en Irlande ne travaille pas tout à fait de la même manière et donc est très différent et rend difficile les conditions d'accès à ce type de formation. Alors si on entre dans les détails plus pratiques, je pense que c'est important. Donc j'insiste bien que c'est une formation continuée, donc uniquement dédiée aux personnes qui travaillent déjà en entreprise, n'est pas dédiée à ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire aux personnes, aux étudiants qui arrivent chez nous. La durée est de 2 ans, c'est bien un niveau 7, c'est bien un master, 66 crédits, donc répartis sur les 2 ans, et qui sont composés de cours en ligne pour la partie plus théorique et de laboratoire pour la partie plus pratique. Le niveau d'entrée européen, donc c'est d'avoir en Belgique un bachelier professionnalisant, ce qu'on appelle un niveau 6, ou un équivalent européen, puisque la manière de compter ou le titre n'est pas toujours, le bachelier professionnalisant est une notion qui n'existe pas toujours dans d'autres pays, mais par contre le niveau, ça, on sait dire s'il est équivalent ou pas. Et avec des cours qui peuvent se dispenser soit en anglais, soit en français. Le début, donc la première année, va démarrer en septembre 2018. Alors, je pense que la présentation qu'a fait Olivier Delcourt m'a beaucoup aidé, puisqu'en fait, tout ce que tu as expliqué, je pense que
les intitulés que vous allez voir apparaître dans le programme de cours sont tout à fait en adéquation par rapport aux éléments qu'on doit gérer dans un data center. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la formation est divisée en 2 années, donc qui travaille sur toute l'année. Donc vous avez l'année 1, où vous avez des modules, des problèmes essentiels qu'on peut rencontrer dans un data center, on l'a déjà cité, des problèmes d'instrumentation, donc de mesure et de capteurs, de mesure de capteurs et de contrôle, donc d'automatisation, des problèmes de refroidissement, puisqu'on a bien compris tous que des data centers, ça produisait de la chaleur, des problèmes de traitement de l'eau, liés au processus de refroidissement, justement, et bien sûr, un processus qualité. Pour aborder toutes ces matières-là, sans doute qu'un niveau mathématique de base est essentiel. Voilà pourquoi il y a aussi, dès la première année, un module de mathématiques pour être certaine que les compétences de base mathématiques soient là pour aborder les différents domaines techniques. Alors, en année 2, 2 points de vue. On approfondit un peu plus ce qui a été vu dans l'année 1, où on aborde des points qu'on n'a pas encore abordés, parce que ce n'est pas tout abordé sur une année. Alors, le premier point qui n'a pas trop été abordé en première année, qui est très très important, on l'a déjà dit, c'est tout ce qui est équipement électrique. Donc il y aura une grosse partie de crédits qui seront dédiés à la partie électricité. On retrouve la partie thermique, mais pas seulement, dans les performances énergétiques, parce que les performances énergétiques sont aussi bien liées au domaine thermique qu'au domaine électrique, par exemple. Donc ça comprendra les 2 aspects. On poursuit bien sûr l'automatique et le contrôle, fondamental. La maintenance et la sécurité, important aussi, d'avoir certaines sécurités, de fiabilité de données, d'être sûr que ces données soient bien protégées et qu'un échauffement excessif, par exemple, ne pourrait pas détruire des composants électroniques qui pourraient faire perdre une partie de l'information. Les énergies renouvelables, vous l'avez vu dans les différentes photos qui ont été représentées. Et enfin, un projet intégré qui reprend un petit peu toutes les notions qui ont été vues dans les autres modules. L'idée, c'est dans un projet qui va comprendre un aspect électrique, thermique, automatique, d'appréhender sur un problème entier tout ce qui a déjà été vu dans les différents modules qui ont été vus précédemment. Alors, le slide qui est présenté ici vous représente exactement le même programme. On a simplement mis en évidence en rouge les modules pour lesquels il y avait un laboratoire associé. Alors, je n'ai peut-être pas encore assez insisté sur ce point de vue-là, mais il est clair qu'on a travaillé en partenariat avec IT Sligo. IT Sligo avait des compétences en développement de cours en ligne. Ce sont des spécialistes des cours en ligne, ce que nous ne sommes pas. Enfin, nous n'étions pas, en tout cas certainement pas à l'époque. Et donc, on a travaillé sur les mêmes programmes. Et donc, ça veut dire quoi? Que les laboratoires peuvent se suivre ici, que les cours en ligne étaient dispensés par IT Sligo, qu'ils soient dispensés par nous, les laboratoires ont lieu ici. Donc, quels sont les modules où il y a des laboratoires? Vous avez les modules d'instrumentation et de contrôle, de refroidissement, de traitement de l'eau. C'est d'ailleurs des laboratoires que vous aurez l'occasion de visiter à la fin de la présentation ici aujourd'hui. Vous avez bien sûr un laboratoire en équipement électrique et le laboratoire de contrôle en année 2 qui poursuit celui qui a lieu en année 1. A priori, on est parti sur une semaine de laboratoire par an, avec une semaine entière. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Je rappelle que c'est une formation qui est dédiée à des personnes qui travaillent en entreprise et pas toujours en Belgique. Et que donc les personnes qui nous ont rejoints fin mars venaient d'un peu partout. Et que donc difficile d'être absente chez soi pendant 3 semaines ou de venir 3 fois sur l'année pour faire des laboratoires. Donc on a essayé de faire travailler sur une semaine. Les premiers échos qu'on a disent, voilà, c'est très très bien, mais s'il y avait un peu plus de laboratoires, ça serait encore mieux. Donc voilà, on tiendra compte, Stéphanie vous parlera tantôt de l'évaluation, on tiendra compte des différentes remarques qui nous ont été faites sur le sujet. Alors, quel a été l'apport des différents partenaires? C'est-à-dire, qu'est-ce que chacun a amené dans la discussion pour construire ce programme? Alors, comme je l'ai dit, les compétences techniques, on forme des ingénieurs en électromécanique, les compétences techniques, on les avait. On savait que les enseignants chez nous étaient compétents pour dispenser les laboratoires et pour élaborer les cours en ligne.
Le problème, c'est que ça ne se fait pas instantanément et qu'il faut dégager du temps pour le faire. Et donc, un apport qu'a donné l'ALA, c'est de consacrer une partie de ressources humaines à pouvoir développer ces cours en ligne et à pouvoir développer les laboratoires et assurer la prestation de ceux-ci. Donc, clairement, la Haute École a investi dans cette formation en ressources humaines essentiellement. Alors, on a eu une contribution aussi, bien sûr, des milieux industriels. Google nous a aidés, entre autres. Alors, de quelle manière? Par des contributions financières. Pour quel poste particulièrement? Alors, de nouveau, on a déjà des laboratoires, mais on a été confronté, pour faire des labos excessivement professionnels, à deux ou trois problèmes. Le premier, c'est de dupliquer le matériel, puisqu'il est clair, quand vous faites de la formation continuée, vous ne pouvez pas vous permettre, on ne devrait pas le faire non plus dans des formations classiques, de mettre 4 personnes devant le même dispositif. Donc on a dupliqué le matériel dans certains laboratoires, on l'a multiplié par 8, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une prise en main du matériel lors de ces laboratoires. La deuxième investissement en laboratoire a été dans l'achat de matériel qui est vraiment dédicacé au data center. Et un exemple très clair, on n'a pas de tour de refroidissement. Et donc, c'est un investissement qui est en cours pour justement avoir des laboratoires avec une tour de refroidissement. Et enfin, et ça a été le plus gros apport, il n'y a pas en Belgique, pas beaucoup d'écoles universités, ce qu'on appelle un laboratoire d'électricité de puissance, où on travaille avec des courants et des tensions relativement importants. Et je dirais même, on ne forme pas beaucoup ni de techniciens ni d'ingénieurs ayant cette compétence-là. L'électricité de puissance, c'est vraiment une compétence difficile à trouver. Et donc voilà, on s'est dit, c'est utile pour la formation. Ça serait sans doute bien que dans le cadre de la formation data center, on forme en électricité de puissance. Et ce serait surtout bien que nos étudiants dans le futur soient aussi formés en électricité de puissance. Ça, c'est l'étape qui va suivre dans les mois qui vont suivre. On a aussi reçu, donc indépendamment de contributions financières, on a aussi reçu du matériel qui était soit en surplus, soit déclassé. Et l'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir du vrai matériel employé dans les data centers et pas des matériels uniquement pédagogiques, que ce soit vraiment le matériel qu'on rencontre en entreprise. Et puis, dernier point où je remercie et Atlas, LIGO et Google, c'est toutes les discussions qu'on a eues pour faire en sorte que cette formation soit le plus en adéquation possible avec la partie cours en ligne théorique qui était développée. Donc, il fallait très clairement que quand les étudiants arrivent en laboratoire, ils aient eu les acquis nécessaires en théorie pour pouvoir assister au laboratoire et pour que cette formation soit aussi le plus en adéquation possible avec les compétences qui étaient attendues en monde industriel. Alors, je pense que c'est une opération qui est ce qu'on appelle un win-win, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les parties s'en sortent gagnantes. Et c'est important de mettre en évidence le gain que peut retirer chacun d'une telle collaboration. Alors, le premier point qu'on peut donner pour le bénéfice pour les data centers, c'est d'avoir un personnel qui a plus de compétences dans la gestion des data centers, de faire appel quelque part à ce qui est notre métier, notre professionnalisme. Le professionnalisme des entreprises de data centers, c'est de gérer des data centers. Nous, c'est d'assurer de la formation. C'est notre métier. Et donc voilà, je pense qu'en mettant les deux compétences ensemble, on peut faire une formation qui a un sens. Et le dernier, c'est quelque chose, en tout cas dans le domaine technique, auquel on devrait toujours faire attention, c'est d'avoir une communication continue entre le monde industriel et le monde académique. Je pense que c'est important. On ne forme pas uniquement sur des principes académiques. Il faut que nos étudiants ou en formation continuée, quand on arrive à la fin de la formation, on ait acquis des compétences qui soient utiles pour mener une carrière professionnelle, quelle qu'elle soit. Alors, les bénéfices pour l'ALA, il y en a tellement que j'ai du mal à... j'ai dû choisir. Non, il y en a beaucoup. La première, c'est celle que je viens de citer, donc je vais y passer très vite, c'est le fait d'avoir des formations plus en adéquation avec la réalité industrielle. La deuxième, qui n'est peut-être pas la première auquel on aurait pensé, c'est de construire beaucoup plus rapidement un réseau international.
lorsqu'on avait été audité, une des remarques qui avait été faite, mais dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'était que par rapport aux universités, on avait un peu plus de mal, de par la nature de notre fonctionnement, à construire des partenariats internationaux. C'est un peu plus difficile. Ben là, je vous avoue que sur ce genre de projet, ça va beaucoup plus vite, et que clairement, maintenant, on travaille fréquemment avec l'Irlande, bien sûr, la Finlande, la Hollande. Ça nous a permis de nous mettre en communication et de construire assez vite ce réseau. La troisième raison, et non des moindres, d'ailleurs, c'est la preuve aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'on serait en live stream aujourd'hui, si on n'avait pas dû un jour construire des cours en ligne, et que clairement, on a dû se remettre en question sur des nouvelles méthodes pédagogiques, en se disant, pour suivre des cours à distance, quelles sont les contraintes qu'on doit respecter, quel est le matériel informatique dont on a besoin. Et il y a des questions pédagogiques là derrière. On ne donne pas un cours à distance simplement en enregistrant un cours qui se donne en direct. Voilà, il y a une manière de se tenir par rapport à la caméra, de transmettre l'information. Et clairement, je pense que ça va nous faire avancer beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait fait si on n'avait pas été dans ce genre de projet. Dernier point, d'avoir un équipement industriel, bien sûr, plus à la pointe, et d'avoir des laboratoires mieux équipés, clairement, par rapport à ce type de projet. Dernier point, et la nouvelle date d'hier soir. Donc, il faut savoir que pour un tel projet, on a déposé une demande de certificat à l'ARES. Donc, une demande de certificat, c'est quand vous voulez opérer une formation continuée. C'est-à-dire, c'est pas pour une formation classique, je veux dire, en face à face ou en étudiant du jour, c'est vraiment pour des formations continuées. Donc, elle a été déposée, je pense, février. J'ai dû déposer le dossier à peu près à ce moment-là. C'est une formation sur certificat reconnaît que c'est un niveau 7 et donc un niveau master. Le premier pas, c'est de passer la Chambre des hautes écoles et ça a été passé le 15 mars et il a été approuvé à la Chambre des hautes écoles le 15 mars. Et je sais que Stéphanie et moi, on était très contentes hier soir parce qu'on a appris hier soir que ça avait passé la deuxième et la dernière étape. Et donc ça a passé le conseil d'administration de l'ARES hier et ça a été approuvé. Donc on est sûr de pouvoir démarrer avec un certificat en septembre 2018. Vous allez me dire, vous avez pris des risques, vous avez organisé une journée comme aujourd'hui, sans trop savoir, j'imagine, hein, je sais un peu comment vous réfléchissez, vous avez pris des risques. Pas tellement, parce que je veux dire, il n'y a rien qui empêche d'organiser une formation continuée, qu'elle soit certifiée ou non, ça va. C'est bien sûr mieux qu'elle soit certifiée suivant son niveau, c'est très bien. Mais quel est l'intérêt? Alors l'intérêt, c'est très clairement, une fois qu'une formation est déclarée à l'ARES, normalement, plus aucune autre institution ne peut déclarer de formation similaire dans le même domaine. Ça veut dire quoi? Que ça protège la formation data center. Alors je pense que de toute façon, je dirais la duplication ne me fait pas très peur parce que quand je vois le travail que ça a demandé et la collaboration que ça a demandé, c'est clair que ça ne s'invente pas instantanément. Mais je pense que c'est une très bonne nouvelle pour notre institution que ça a été approuvé. Donc voilà, nouvelle d'hier soir et juste à point pour aujourd'hui. Alors, c'est terminé pour ma partie. On a encore bien d'autres choses à aborder. Et donc, si vous avez des questions, merci. Je serai ravie d'y répondre en compagnie de Stéphanie éventuellement. Oui. Yes. Only. Yes. Yes. En français et en anglais, les deux? Est-ce que la certification de l'ARES est valable uniquement pour la communauté française, si j'ai bien compris la question? Oui, tout à fait, uniquement pour la communauté française. Ça va, puisque c'est l'ARES qui est l'enseignement supérieur du côté francophone. D'autres questions? Ah, j'ai oublié en anglais. Sorry. Is the certificate is only valid for the French community? Yes, it's only valid for the French community. C'est dans le module sécurité de deuxième. Ça va, dans le module maintenant sécurité de deuxième, cette partie-là doit être abordée. Excusez-moi, je répète la question. On oublie tous de le faire. Hein. Est-ce que les compétences en gestion d'incendie sont abordées dans la formation? Oui, en Master 2, en deuxième année, dans la partie sécurité.
dans la partie quality process en première, cette méthodologie, ces procédures sont abordées. Donc. Oui, il faut répéter la question. C'est parce que j'ai répondu. Donc, c'était pas une question, c'est plutôt une suggestion. Suggestion de dire, voilà, la partie procédure et réaction rapide par rapport à un problème est très importante dans les data centers. Est-ce que c'est prévu? Oui, dans le module de qualité en première année. Oui. Alors, je vais être... oui, est-ce que le projet intégré est réalisé dans l'entreprise ou est-ce qu'il est le même pour tout le monde? Je vais répondre clairement. On démarre en septembre 2018 et on démarre par l'année 1. Alors, on a élaboré le programme de l'année 2 pour qu'il y ait une cohérence sur les 2 années. On n'est pas encore dans les détails d'organisation de l'année 2 qui n'arrivera qu'en septembre 2019. Donc voilà, c'est une partie auquel on doit encore réfléchir. De savoir comment on va faire, mais je pense que ça serait très intéressant que ce soit en lien avec le data center dans lequel la personne travaille. Si elle travaille dans un data center, c'est ça qu'on doit prévoir tous les cas de figure et que ça demande un petit peu d'organisation. Oui? Oui. Alors, je ne vais pas couper l'herbe sur pied à Stéphanie qui va répondre à cette question-là, puisque clairement, quand on a réalisé les laboratoires, on a questionné les personnes qui sont venues suivre la formation en leur demandant pourquoi elles étaient là. Et vous verrez étonnamment, elles ne deviennent pas toutes de data center, donc, et qui ont expliqué ce qui les motivait dans le fait de suivre la formation. Je ne voudrais pas... voilà. Non. J'ai même pas réagi, c'est pas bien. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les personnes qui ont assisté à la formation, elles étaient de différentes entreprises. Hein. J'insiste aussi, tout à fait pour conforter la même chose. Oui. À part... donc, la question qu'on me pose, est-ce qu'on a trouvé toutes les compétences en interne? La réponse est oui. Mis à part, alors la deuxième année n'est pas encore développée entièrement, puisqu'on ne la commence pas en septembre 2018. Pour la première année, oui, j'ai juste fait appel à un expert pour la partie quality process, où là, effectivement, j'ai fait appel à une entreprise de consultance extérieure qui a élaboré le cours en ligne. Mais pour tout le reste, non, c'est des compétences de chez nous. Et voilà. Et j'en suis très fière d'ailleurs. Philippe l'a fait, moi je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc clairement, je pense que la première fois que Stéphanie et moi on est sortis du premier rendez-vous, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Cette idée est un peu folle. Bon, mais on s'est dit soit on prend l'avenir en main, soit on laisse passer le train, mais peut-être qu'on le regrettera dans 10 ans. Et donc on y est allé, mais si clairement on n'avait pas eu une équipe d'enseignants derrière pour nous suivre, je pense qu'on n'en serait pas là. Et que voilà, on a beau avoir de bonne volonté, avoir plein d'idées, clairement, je remercie et je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui ont accepté de travailler sur ce projet parce que c'était un sérieux défi. Donc voilà, merci. Thank you. Yes, okay. We lost the live access. No, it works. So I present myself. I'm Stéphanie Egermont. For this part, I will talk in English. Sorry. But I think that Valerie... No, okay. I will present you the evaluation of the laboratory. So the laboratory happened during the month in March. We received 20 students. It was really international weeks for us. It was really interesting because we received people from different countries, from Ireland, Finland, Holland, the USA, Venezuela, and Belgium. So you see that it was really amazing to receive all these kind of people.
the students come from staff or data center. So we receive people from Facebook, Amazon, and Google, but also people from subcontractor of a data center, and people who doesn't work in this domain, but who they want to continue their career in this domain. So we evaluate this training. We send them an online anonymous Google form, and I don't say it. Sorry, it's a good. So on 20 students, we receive 14 answers. The first question was the reason for taking part in this training, and you see here the results. The main reason is to improve their skills and their knowledge, but also to be part in their personal development plan. So they want to continue to work in the domain of the data center. So I will show you the result of the three main labs. So first of all, the students receive 2.5 days of control lab. You could visit this lab this afternoon. And we create a really specific troubleshooting labs. It was really dedicated to the troubleshooting and the maintenance for the data center environment. And so I want really to thank Maxime and Stefano, because I know that it asks a lot of works to create this kind of thing. So we ask to the students different questions about the content, about the structure, about the schedule, etc. I summarize the answer in this slide. So you could see we asked them if the content was organized and easy to follow, if this training experience will be useful in their work, and if the trainer was well prepared. You could see that the answer seems to be great. And in fact, it's the number of answers that you can see. We ask also the question, what did you like most about this training? I take only some of the answer. The main answer is the occasion to take in hand the setup, to use the setup, to train the setup, an industrial setup. Also, the lab apparently has a logic evaluation for really specific data center domain. They are happy about that. What aspect of the training could be improved was the second question. In fact, it's funny because they ask, and you could see that was not only for this lab, it was also for the other. They found that the lab is too short. They want to continue to practice. They want to have more time to do the labs. It's funny because for us, arrive here and stay here in Belgium for 1 week could be difficult for them because they have to be in holidays for their work. So apparently they want to have the occasion to practice. We have also detected that the adequacy between the theory and the labs must be improved. And so we had the occasion to discuss with IT Sligo to continue to collaborate and to continue to improve this adequacy. So the second part of the week was dedicated to the thermic process. So in this part, they practice on the heat exchanger and frigorific cycle for 1 day. And for this, you could also see that
the quality seems good. They also arrived to the conclusion that they like to take in hands, to practice, to have the occasion to use this kind of thing, because they haven't this occasion during their work. But they have also need more time and more adequacy about the theory and the practice. The last part was dedicated to the water treatment. So this lab lasts half a day. And during this part, they discovered the chemistry engineer about water treatment characteristics. So here, exactly the same results. They seems happy about this training. Here we have an interesting conclusion that they are also interested by the biological test on the water treatment. So they want more labs about this stuff. You see, maybe complete for a whole day. So in fact, it's the same. They want longer labs. So we have to analyze these results and to improve ourselves. So thank you for your attention. And if you have any question. So the question is about the length of the labs. In fact, we think about 2 weeks, 1 week in the first semester and 1 week in the second one. So we'll see. Any other question? Sorry. Yeah. I don't know how to summarize for the live streamer. It's a proposition about the structure of the lab. I think there is 2 solutions. The first solution is to do more online, I think, to practice more online with remote control. And the other, yes, is to think to other solution, yeah, to other structure in the lab. In fact, it's funny because you have to also consider the Belgian beer degustation. Yeah, it's important. The last Friday, you have to place there something more, not too complicated, because the students have tried Belgian beer. But I'm joking. In fact, they ask to work during the evening. When the students were when in March, we had to refuse because our labs are used by other training, but it was one of the solutions. No.
So I repeat the question. The question was, do they have quality process? Do they have labs on quality process? The answer is no, because for this for training, IT Sligo was the boss. Yeah. So it was not the question. For us, we could. I think it's a good point. It's a really good point. The question was about the presence of the students in data center for internship. I think perhaps Olivier could confirm what I said. The main problem is the confidentiality to access to the data center domain. It was not so easy to access to this kind of structure. Yeah, this is a valid point for Google data centers. If you open to the proposal, just let them know, because yeah, in terms of confidentiality, in terms of security, we have open position for interns, but not for those volume to be treated, to be handled, to be hosted. Exactly. Internship. I take I take your address at the end. Yeah. It's great to see the program. My French is not zero, but I understood a bit of what was going on there. Just a few comments. I think one, it was the first run of the program, so there was a lot of learning. The lecturers who were teaching the online were present for the labs, so in terms of that interconnection between theory and lab, we will take all that on board, and I think you'd see some changes second time out, and continuous improvement. I mean, that will continue there. In terms of the internship and that, I suppose we'll keep in mind all of these are employees. They're not students, you know, that in the truest sense of the word, they're not full-time students, so they're working for other companies. In a lot of cases, they do need to take maybe a week's holidays to actually come to do the labs. So we're constantly looking at what is the best value you get for that time. And maybe we can do more online, maybe there's more simulation, maybe there's more virtualization, technology is emerging. But what point is important to have the hands-on aspect of it. So the internship to be a placement into a data center, I think that would be tricky with the whole employment aspect of it. So, but a lot of them are working for data centers, but a lot of them are not. A lot of them are service or contractor suppliers or whatever to it. But we're delighted to be here. We're delighted the partnership with obviously Google in Ireland is a kind of a big partner with us as well. But we're very happy to collaborate, and it's the beer in Belgium is pretty good, even if I am a Guinness drinker. But anyway, we'll David, you want to? Okay, thanks very much. Thank you. Other question? No? So I let. Okay. Okay. Hello everyone. So this is just a short presentation about the course of mathematics. So we are a team, of course. So myself, I'm Cristobal. Then you have Jean-Baptiste and Émilie. But of course, the philosophy of the course is to check with every teacher if it's okay about mathematics. Okay, we'd like to know if the tools that we will see
are really used and applied to things that they will do in other courses. Okay, so I won't talk about the contents, but rather about the structure, the philosophy of the course of mathematics. And for the presentation, I will just focus on some of these blocks in the flow chart. So, for example, it's very important for us to have a welcome part, something that is attractive to show that mathematics is important, is applied to real things that they will observe, and to have, for example, a video or several videos to show why they should study mathematics. Okay, so that's a big deal, of course. And then, for example, if I have to see about the chapter of statistics, then they can watch that video. If I so, you know, we will talk about statistics, then they will explain what is a sample, why it is important, then what are the different concepts that we have to know, etc., etc. Okay. Then after that motivating part, it's important to have quickly an overview. I mean, the chapters, the sections, the subsections, and so on, so that you can easily navigate to every point you want. We have different profiles, so we need to propose to go directly maybe to chapter 2, 3, maybe the chapter 1 is already known, so don't need to go directly in the details of chapter 1. Then you can simply navigate where you like. When you look here, you can see that you have, of course, the title of the chapter, so statistics. Then you have the possibility to go to a glossary to know the vocabulary that you need to know the definition, to go to the chapter where that word is used. You have also, here you can see the logo of GeoGebra, which is a software very useful, very powerful, that we will use intensively. So you will have exercises with that software that will use mathematics in a dynamic way. Okay. So it's important for us to give the objectives very quickly. So, for example, you see again the chapters. Then you can click, for example, on chapter 1 and see, okay, the student is supposed to be able to do and to understand that point, another point, and then you have a list with every objective. So he can realize what is expected. Okay. Then he can, of course, have a test and see if he's really able to do so. So, for example, if you go to the chapter 5, test 1 for the chapter 1, then you can have the first question: what is sensitive to marginal data? Is it more the mean, the median, the mode, or something else? Then let's say that you have, unfortunately, the wrong answer. You say the median. No, that is the mean. Why? Because then you have all the theory that you need to be convinced that the right answer is the mean. Then you can, of course, go again to the chapter that, for the part of the chapter that is concerned, and so on. So the test, as you see, we hope that it will be for every smartphone, so it's easy to do these tests in the bus during at every moment, of course. So that is the test part, and it's easy to see if the chapter 1 is already known or not, and then you go directly to what is important for you. Okay, so you have different kind of tests. Of course, you can use GeoGebra figure. I will show you one later on. Then you have several questions, exercise with drills, and so on. Okay, that is important. As you see with the graphical quality, we will do our best to make that smart. And of course you need the content. Okay, it's very important for us to have a printable version for everything, so that you can study with the screens, but also with papers. We'll use videos again, text, HTML, figures with GeoGebra. So many different ways to learn mathematics. Okay. So PDF, for example, you can
have a hyperlink, then see what is the timeline of statistics, then focus on different points here. You can also have, as I said, GeoGebra figures. You see again the mean, the mode, the median. And what is very interesting with GeoGebra figures is that everything is dynamic. Okay, so for example, it's not the case here because it's a PDF, so I don't have the opportunity to show you. But you can imagine that if I pick up a point here, then I can move, and everything will be updated correctly. So you will have the red line for, in that case, the mode that will move or not. You can see that indeed, if I take that point, that is a bit, yes, that's a marginal point, that if you move that point, that the mean will move more than the other parameters, okay? And also the table with the numerical values will change. So, so you see also everything will be personalized, so that we hope that every student will have the possibility to see with the different tests where he is in the chapter, if it's good enough or not, so he can evaluate himself and have a history of everything he has done. And for us, of course, it's important to see for every student where he is, what is the level, so that we can see with him, see if he needs some live session. Okay, about live session, it's very important to say that it's a team, of course. So with that team, so you see Jean-Baptiste, no, Cristobal, Emily, and Jean-Baptiste. It was very important to ask the other teachers to know what they need about mathematics, okay? And it's very important for us to have that part that is applied mathematics, okay? Our background, Jean-Baptiste is civil engineer, myself too, Emily is physicist, and so it's important to have application, to show mathematics that are useful for something, okay? Then you see that, of course, you have the students with the possibility to go to internet and to have the online course, but also to have a lot of interaction, we hope so, with the team of math. Okay. Any questions? Okay. Do I have any knowledge in online courses? So I will emphasize what Valérie was saying before. So it's a big opportunity for us, and one of these opportunities is to, for myself, and I suppose for Jean-Baptiste and Emily, to become able to have these online courses. Yes. Okay. I hope so. Yes. Okay. Yes. Okay, so that's yes, the question. So the Belgian students will benefit or not of these online courses. Okay, will have a benefit of that. Of course, that's another opportunity to make these online courses also available for them. That's another way to study what I will give here in the classroom immediately. Then they have the possibility to see videos and to see that at home. Of course, yes. So it's important to have this basic knowledge in mathematics. You know, I see that in the campus of a data center you don't have mathematicians. Yeah. But of course, it's very important to speak that language. Mathematics is a language to be able to share, to understand basic things, and it's very important to have this basic knowledge. So, yes, exactly. Yeah. Yes, and to be able to have some interpretation when you see frequency distribution, the flow chart, and so on. So every graphic needs math. Yeah. Okay, thank you again.